Bonjour à ceux qui nous suivent via Zoom et ceux qui nous suivent via Facebook, donc le Facebook de IFRAN Forum. Ce débat est retransmis en direct. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. Je pense qu'il est temps pour nous de commencer. Voilà, donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de e-Africa Salon, votre espace de rencontre organisé par IFRAN Forum pour évaluer l'impact du Covid-19 sur le continent et réfléchir sur les leviers à actionner pour une sortie de crise gagnante. Je suis Marie Sam et j'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui. Si on en croit les prévisions du FMI, le Covid-19 aurait été la pire crise qu'on ait connue depuis bien longtemps et cette crise va même bien au-delà de la crise des subprimes. Aucun continent n'a été épargné. La pandémie n'a épargné aucun pays. Pour éviter le pire, les États se sont mobilisés. Aujourd'hui, on parle de relance économique. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que l'Afrique est prête à faire face et surtout à capitaliser dans la période post-Covid? Évidemment, si la pandémie de Covid-19 n'a pas eu les conséquences sanitaires aussi dévastatrices qu'on aurait pu le craindre, selon le rapport de la Banque mondiale, elle a tout de même eu un impact de taille sur l'activité économique. Ce même rapport révèle aussi que la pandémie a contribué à souligner le rôle essentiel joué par l'économie numérique qui a permis aux institutions, aux entreprises et à la société de poursuivre leurs activités à l'heure du confinement et de la distanciation sociale. Notre thème de ce soir, notre thème aujourd'hui est santé, éducation et e-commerce en Afrique post-Covid-19. Comment maintenir le cap de l'innovation? La question est posée. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Abdourahmane Sy, coordinateur technique général du fonds, coordinateur technique général du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP du Sénégal. Bonjour Abdourahmane. Je vois que les caméras ne sont pas activées. Bonjour Bonjour Maryse. Abdourahmane, merci d'être Et avec toute nous ce l'assistance. soir. Et nous avons également le docteur Gilles Olakunde Yabi, fondateur et directeur exécutif de Wati, qui est une plateforme ouverte de production et d'échange d'idées, de connaissances et de formulation de pistes d'action pour transformer les sociétés ouest-africaines. Bonjour Gilles. Bonjour Maryse, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Et nous aurons Luc Mistidimbassi, qui est conseiller poste, télécommunications et numérique du Premier ministre et directeur des projets et perspectives de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, donc l'ARCE de Congo-Brazzaville. Pour le moment, Luc n'est pas là, mais il nous rejoindra très bientôt. En deuxième partie de cette soirée, nous aurons deux startups, donc la startup Gnocchi et la startup Tinda, qui nous présenteront un peu leur plateforme numérique. Et la startup Gnocchi voilà, elle sera représentée par Prince Youlou et Tinda par Lord Washington Obama. Sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par une petite vidéo qui sera diffusée par e-Africa.
Voilà, je n'avais pas activé mon micro. Eh bien, merci pour cette petite vidéo introductive de nos trois sujets aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais déjà aborder le sujet de l'innovation sanitaire en Afrique. Donc, nous avons pu constater que Covid-19 a été un catalyseur pour cette innovation sanitaire et nous avons vu que les pays où il y a eu le plus d'innovation, notamment l'Afrique du Sud, à hauteur de 13%, le Kenya à hauteur de 10%, le Nigeria à hauteur de 8% ou le Rwanda à hauteur de 6%, ont fait des étincelles. Mais dans ces domaines, dans les différents domaines où ils se sont, on va dire, ils se sont vraiment montrés, révélés, je vais commencer en posant déjà une question à nos invités de savoir. Est-ce que pour vous, on aurait pu faire mieux? Donc, en voyant ces chiffres, est-ce qu'à ce stade-ci, l'Afrique au niveau continental ou au niveau national aurait pu faire mieux? Je vais vous demander de réactiver vos caméras, s'il vous plaît. Donc, Abdourahmane Si, que je ne vois pas encore. Alors, Gilles, permets-moi de te poser la question de savoir, est-ce qu'on aurait pu faire mieux au niveau continental, au niveau national? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y aurait des pays qui, à ce jour, ne se seraient pas encore, par exemple, révélés et qui pourraient encore nous montrer mieux, nous montrer de meilleures choses, on va dire, de meilleures innovations? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ces chiffres? Merci Maryse. Je crois qu'on peut toujours faire mieux. Il est difficile, notamment en n'étant pas vraiment après la pandémie. On est encore dans la pandémie, je pense qu'il est important de le souligner. On a, comme vous le savez, une deuxième vague dans beaucoup de pays, y compris des pays africains. On a encore des mesures qui ont été réactivées, le couvre-feu ici au Sénégal, dans la région de Dakar, d'où je vous parle, mais aussi dans d'autres pays. Donc, je crois d'abord qu'il faut être prudent sur le fait qu'on est encore dans la pandémie et les pays africains ne sont pas épargnés. Ils sont peut-être moins touchés que d'autres globalement, mais ils ne sont pas épargnés. Sur le plan des innovations, je crois qu'il y a effectivement eu beaucoup d'innovations. Il y a aussi le relais, la communication autour de ces innovations, ce qui veut dire qu'il y a sans doute certaines qui échappent un peu à la vision, disons, que nous avons de la carte des innovations en Afrique. Sur le plan médical et au-delà, hein, il y a énormément d'innovations pour aussi pouvoir tracer les contacts, etc. On peut faire mieux, surtout parce que les systèmes de santé eux-mêmes, par contre, sont très fragiles et les innovations sanitaires ne mettent pas, disons, un terme à la fragilité structurelle des systèmes de santé. Et c'est vrai que nous, au niveau du think tank que j'anime, on met beaucoup plus l'accent sur des questions structurelles et sur le fait que ces innovations sont à saluer, mais il faut, je pense, dans une optique leçon à tirer de Covid-19, il ne faut pas oublier que des questions de base comme les ressources humaines, la gestion des structures de santé, le financement, toutes ces questions structurelles sont fondamentales et les innovations ne peuvent que se greffer sur des réformes importantes des systèmes de santé. Merci Gilles. On reviendra dessus. J'ai déjà une question en plus. Est-ce que Abdourahmane Si, par rapport à cette question donc sur l'innovation en matière sanitaire. Oui, merci Marie. Merci Marie et merci l'assistance. Merci de nous avoir donné cette opportunité de partager et d'échanger.
sur un sujet d'actualité, notamment en ce qui concerne bon, les vides aujourd'hui qui nous a montré que, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? On entend ça. Et que donc ce Covid, voilà, ce petit virus nous a montré aujourd'hui que, en tout cas, on n'a pas le contrôle sur tout, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'avant tout, la santé passe en priorité. Et d'ailleurs, c'est ce que la COVID a touché en premier avant d'impacter l'économie. Alors, est-ce que ce qu'on fait, que ce soit en Afrique ou dans le monde, est assez suffisant? Je dirais que non, comme l'a dit Gilles tantôt. C'est vrai qu'en Afrique, on est quand même comparativement aux pays en développement, on est un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. De gros efforts sont faits. Gilles a pointé un peu du doigt tantôt la question sur les ressources humaines. Je pense que c'est ça d'abord la priorité. Quand on a des ressources humaines suffisantes en quantité et en qualité, tout le reste peut suivre, aussi bien les infrastructures, que ce soit des infrastructures en termes d'hôpitaux, en termes d'équipements médicaux, mais également en termes d'infrastructures de connexion. Je pense que cela est extrêmement important. Quand on a les ressources humaines, tout peut suivre. Qu'est-ce que le Covid nous a montré? C'est qu'il est bien évident qu'on peut faire beaucoup de choses sans être obligé de se déplacer. Et en faisant ces éléments, je pense que des gains de temps pourront être réalisés et les ressources pourraient être affectées peut-être à d'autres priorités qui pourraient nous permettre de sauver des vies et plus que ça. Et c'est sur ces points peut-être que même j'irai dans le volet recherche-développement pour, en tout cas, innover sur les approches, sur les démarches et sur même les traitements de nos maladies. Donc, bref, beaucoup de choses sont faites, mais on a encore un potentiel en termes de développement, surtout en termes d'innovation sur la connectivité, qui est un aspect extrêmement important. Bien qu'on veuille bien aller sur bon, les nouvelles technologies de l'information, si l'Afrique n'a pas déjà les infrastructures de connectivité qui peuvent supporter ça, ça peut déjà être un grand blocage. Donc, nous devons évidemment donc, investir ou en tout cas pousser nos autorités à aller dans ce sens-là. Merci Gilles, merci Abdrahman. Justement, en parlant, comme Gilles disait, de miser aussi plus sur les infrastructures, sur tout ce qu'on pourrait avoir avant de parler de l'innovation. Ici, j'ai quelque chose que je voudrais un peu plus mettre en exergue. Donc, dans ce Covid-19, ce qu'on a remarqué effectivement, c'est qu'on a eu des innovations. Même si on doit encore compter sur un Covid-19 qui n'est pas complètement parti, puisqu'on parle d'une seconde vague ici en Europe, nous sommes en plein dans cette seconde vague. Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe maintenant en Afrique, donc par rapport à tout ce qui est innovation, donc je reviens encore dans ce domaine sanitaire où on a pu voir qu'il y a eu des applications, par exemple, qui ont été développées, pas mal d'applications qui ont été développées justement dans ce domaine sanitaire-là, où avant, pour avoir un rendez-vous, c'était très compliqué, il fallait partir sur place, essayer d'avoir un rendez-vous, et qu'avec le Covid-19, on a aussi cette possibilité qui est peut-être pas si accrue maintenant, mais cette possibilité de prendre des rendez-vous en ligne et donc d'avoir déjà dans ce domaine sanitaire une innovation qui demande très certainement à aller plus loin. Est-ce que dans ce cap de d'innovation qu'on a maintenant, même si on a cette épée de Damoclès avec cette seconde vague en Afrique, est-ce que pour vous, dans ce domaine sanitaire-là, quand je disais est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus, c'est clair qu'on peut en faire plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus, je dirais, pour accroître ce domaine sanitaire, pour accroître ces évolutions, mais surtout pour maintenir ceci, même si on ne part pas complètement de l'après-Covid-19.
Alors, je commence peut-être. Maryse? Oui, s'il te plaît, Vous m'entendez? vas-y. Désolée. D'accord, ok. Une petite Ok. coupure chez moi, désolée. D'accord, ok. Non, non, je dirais peut-être que pour moi, l'une des leçons de Covid-19, enfin, qui ne devrait pas être une leçon, mais au moins, disons que la crise nous donne, je pense, d'une certaine manière, l'opportunité de tirer des leçons qu'on aurait dû tirer depuis longtemps dans différents secteurs, y compris dans celui de la santé. C'est le rôle capital de la puissance publique. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu vieux jeu de parler de l'importance de l'État, mais je crois que pour les pays africains en particulier, on ne peut pas se passer du rôle indispensable des puissances publiques pour donner de la cohérence aux actions privées et pour soutenir des innovations. Vous avez mentionné les applications dans le domaine de la santé. Dans beaucoup de pays, on a effectivement beaucoup de jeunes qui ont développé des applications extrêmement utiles pour prendre des rendez-vous. Il y a aussi beaucoup de développement dans le domaine de la télémédecine qui permet, par exemple, à des personnes isolées ou en tout cas qui sont dans des zones où on n'a pas de ressources humaines suffisantes de pouvoir faire des consultations à distance. Ça, ce sont des développements qui sont extrêmement importants et au-delà de Covid-19 qui doivent être intégrés pleinement dans les systèmes de santé. Mais pour que cela soit à l'échelle, pour que cela ait un impact aussi sur les inégalités et qu'il n'y ait pas simplement une petite poignée de personnes dans nos pays qui aient accès à ces modèles innovants, ben, il faut qu'il y ait des États qui soient agiles, qui soient beaucoup plus eux-mêmes innovants dans leur approche et qui puissent intégrer ces applications et leur donner à nouveau de la cohérence. Parce que lorsque vous avez différentes applications, par exemple, de prévention des maladies, il nous faut aussi un système de certification. Qu'est-ce qui permet de dire que ces applications donnent nécessairement la bonne information médicale, par exemple. Donc, je reviens vraiment sur le rôle absolument capital, je crois, d'États qui soient beaucoup plus innovants, ce qui demande aux États eux-mêmes de renouveler leurs ressources humaines en interne et d'avoir des jeunes, finalement, qui soient capables de comprendre le sens, d'une certaine manière, de ces innovations. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Est-ce que, Abdourahmane, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, en termes d'innovation, comme on disait tantôt, je pense que c'est extrêmement Il y a un petit problème ici. extrêmement important et les États, en tout cas pour le cas du Sénégal, a mis en place un mécanisme justement pour d'activités prioritaires, ceux qui vont impacter sur la souveraineté sanitaire et pharmaceutique sont extrêmement importants, mais également médicales. Et c'est là où c'est important de mettre en place, je reviens encore là-dessus, sur les infrastructures de connectivité pour permettre à ces jeunes-là qui développeraient des plateformes, notamment sur la piste de rendez-vous, notamment sur une première consultation même à distance. Il faut d'abord qu'on travaille sur ces infrastructures de connectivité qui permettraient quand même de pouvoir bénéficier en tout cas de ces services-là et insister sur la qualité de ces infrastructures-là, sans quoi le plus petit diagnostic ou la plus petite prise de rendez-vous pourrait poser encore des difficultés. Jeunes, on a parlé de l'innovation, on a parlé de ce que ces jeunes-là apportent. En parlant de jeunes, on parle de système d'éducation, on parle de système éducatif. On avait craint une éducation à deux vitesses. Donc, l'éducation qui était accessible aux personnes qui, de leur côté, pouvaient avoir accès à tout ce qui était numérique et d'autre part, des jeunes qui n'avaient pas cet accès-là. Donc, quelque part, il était question d'une certaine fracture numérique. Mais aujourd'hui, à nouveau, je reviens sur notre mot fétiche de ce soir, qui est, avec cette innovation, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, à votre niveau, donc encore, quand je dis à votre niveau, on entend le niveau national tout comme le niveau continental. Comment pour vous ce système éducatif-là peut avancer ou en tout cas peut
à nouveau être opérationnel et surtout être efficace dans l'après-Covid, donc en disant dans le Covid maintenant, pour perdurer, surtout pour perdurer dans l'après-Covid. Donc, ici, la question qui est posée est de savoir, donc, on a eu une transformation numérique, et cette transformation numérique-là, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle mène à une transformation économique certaine. Et ceci induit une survie pour nos populations. Donc, en Afrique aujourd'hui, comment est-ce que cet apprentissage, cette éducation au numérique, comment faire de sorte à ce que cette éducation au numérique soit une normalité et donc ne soit pas une exception ou ne soit pas accessible qu'à une certaine partie de la population et pas à toute la population. Comment faire en sorte que cette normalité-là, que ce transfert des compétences au niveau du système éducatif africain soit une norme en fait. Donc je pose la question à Gilles, je crois qu'il y a Luc qui va nous rejoindre bientôt. Oui, alors je crois que sur l'éducation, finalement, on peut avoir une réflexion assez similaire à celle que nous venons d'avoir sur la santé. Et je rejoindrai ce qu'Abderrahmane a dit sur les infrastructures de connectivité. C'est absolument vrai pour l'éducation à distance. Si vous n'avez pas un accès très libre, très démocratisé à Internet, et pas simplement à Internet, mais à suffisamment de bandes passantes pour pouvoir suivre des cours à distance, évidemment, vous ne pouvez pas développer en très peu de temps de l'enseignement à distance. Et je crois qu'on l'a vu. On l'a vu dans la réaction des différents pays et des systèmes éducatifs face à la pandémie. Il y a des réactions extrêmement diverses d'un pays à l'autre dans la région. Nous avions organisé une discussion au niveau de Wati sur l'enseignement à distance en Afrique de l'Ouest et on voyait bien que des pays qui disposaient déjà d'une université virtuelle, par exemple comme le Sénégal, plus récemment la Côte d'Ivoire, avaient forcément déjà un peu d'avance sur les autres, où il a été difficile, voire impossible, comme au Mali par exemple à l'université, de pouvoir développer des cours à distance, sans compter les résistances, mais aussi l'impréparation des enseignants. Donc d'une certaine manière, on peut avoir un peu une vision disons, idéale des choses en pensant que les universités ont pu s'adapter très facilement en Afrique à ce contexte. C'est extrêmement variable. Et la question de la qualité de la connexion et de la préparation des enseignants, parce qu'il faut une autre pédagogie pour pouvoir enseigner à distance. Tout cela, évidemment, n'est pas réglé. Et je soulignerais aussi qu'on insiste beaucoup sur l'enseignement supérieur, où il y a eu des formes d'adaptation, où il y a encore aujourd'hui beaucoup quand même d'étudiants qui essayent de suivre à distance, mais on oublie un peu l'impact de cette pandémie sur les niveaux secondaires et primaires. Pour nous, c'est fondamental. L'impact dans quelques années de Covid dans le secteur éducatif sera peut-être le plus important pour les pays africains. Si on perd disons, des élèves qui déjà n'étaient pas suffisamment nombreux dans les écoles, notamment les filles, à l'occasion de cette pandémie, l'impact sera durable sur tous les pays et dans tous les domaines, puisque l'éducation, comme on le sait, c'est totalement transversal, c'est important pour l'économie, pour la santé et finalement pour tout. Merci Gilles. Merci Gilles. Abderrahmane, effectivement, il y a, en parlant de jeunes, on parle aussi des beaucoup plus jeunes, comme Gilles a dit tantôt. Donc, est-ce que vous voulez rajouter certainement quelque chose ou donner votre avis à ce niveau-là? Et j'irai effectivement en insistant sur l'impact sur ces jeunes-là et aussi certainement ce que vous nous dites, l'impact par rapport aux jeunes, comme Gilles a dit, et on sait très bien que cet impact-là sera répercuté sur des années si nous ne prenons pas dès aujourd'hui les bonnes mesures. Donc, par rapport à cet enseignement et à l'innovation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, s'il vous plaît? Oui, merci Maryse. Moi, j'insisterai sur 3 points. Bon, il y en a 2 sur lesquels nous avions déjà parlé dans les propos préliminaires. Il s'agit des ressources humaines, mais également de l'infrastructure. Je l'ai revenu là-dessus sur les infrastructures de connectivité, mais également sur la préparation, sur même revoir en éducation le curricula, parce qu'il faut avouer que nos jeunes n'étaient pas habitués à un système d'éducation virtuelle. Oui,
Comme l'a dit Gilles tantôt, certains pays, dont le Sénégal, ont des universités virtuelles, mais cela ne s'arrêtait jusqu'à maintenant qu'au niveau universitaire, alors qu'il faut qu'on prépare nos jeunes depuis le plus bas âge. Aujourd'hui, même dans le système éducatif des garderies, il y a des enfants qu'on a commencé quand même à initier dans cette éducation à distance. Oui, ça prend plus de temps aux parents parce que l'enfant à la maison, il faut le surveiller, il faut l'habituer à être concentré devant un écran sans que son esprit aille dans les autres sens. Il y a beaucoup de préalables, mais je pense que c'est la COVID qui nous y impose, et tant mieux. Et comme Gilles l'a dit, les jeunes, il faut les y habituer très tôt, comme ça ils vont continuer à aller dans ce sens-là, et rendu peut-être à des niveaux beaucoup plus élevés, ils seraient en tout cas mieux préparés. L'autre aspect, c'est de pouvoir mettre des équipements à la disposition de ces jeunes-là. Bon, on sait peut-être aujourd'hui que, bon, si ce n'est pas 80%, au moins 90% des jeunes disposent d'un téléphone intelligent au moins, mais je ne suis pas sûr qu'ils disposent d'ordinateur à la maison. Téléphone intelligent parce que c'est la mode. Tout le monde a son téléphone intelligent pour les jeux, pour les réseaux sociaux. Mais avoir un ordinateur à la maison pour pouvoir suivre un cours à distance, c'est quelque chose peut-être que les parents peut-être n'ont pas les moyens, et je pense que les États doivent quand même investir sur la mise à disposition de ces équipements pour accompagner en tout cas et les jeunes et les familles à pouvoir utiliser ou à être un peu plus enclins à pouvoir aller comme dans ces cours à distance. Merci Abderrahmane. Nous venons d'être rejoints par Monsieur Luc Messi-Dimbassi, et donc je vais aller directement dans le vif du sujet avec vous et vous poser la question que je viens de poser maintenant à Gilles et à Abderrahmane par rapport donc à l'innovation et certainement au domaine de l'éducation. Il faudra activer le micro. Oui. Bonjour, Luc Messi-Dimbassi. Alors, je m'excuse, je suivais depuis le début, mais je n'étais pas comme panéliste, donc je ne pouvais pas intervenir, je ne pouvais pas me voir parmi les panélistes. Donc, je suis Luc Messi-Dimbassi, je suis de la République du Congo, je suis le conseiller du Premier ministre au Télécom et président de l'ONG qu'on appelle Pratique Osiane, qui fait la promotion du numérique. Merci aussi, en tout cas, à eAfrica pour l'invitation. J'ai suivi les échanges sur le premier point, effectivement, sur la question sur l'innovation et le progrès. J'ai suivi la question que Maryse a posée à l'ensemble des panélistes. Moi, je reste très prudent. Je reste très prudent sur l'aspect innovation et la crise Covid. Parce que la crise, comme l'a dit, je crois, c'est Gilles qui disait que la crise est encore présente, elle a encore ses effets qui continuent à se manifester. Et je ne pense pas qu'on soit déjà dans une phase où on a tellement innové. On a fait du progrès parce qu'on a utilisé quelques outils numériques digitaux qui existaient déjà et qui nous ont permis de faire face aux problématiques que la Covid a mis en évidence. Je prends l'exemple, Zoom existait bien avant. Aujourd'hui, c'est multiplié par 3 l'usage de nos capacités. Les problématiques de outils collaboratifs, ils existaient avant, les workplaces, ils existaient avant, l'enseignement à distance, elle existait avant, mais simplement, elle n'avait pas un catalyseur, un boost pour qu'on fasse un bon usage. Donc, il y a après les outils de développement que nous avons pour contrôler les malades, pour voir le traçage, la traçabilité et tout, sont quasiment des outils qui ne sont pas forcément innovants, c'est une place qu'on donne aux développeurs, en tout cas aux acteurs du numérique, pour pouvoir faciliter la gestion de la crise. Alors, parler d'innovation, je pense que c'est très tôt, parce que l'innovation, une des caractéristiques de l'innovation, c'est que ça change complètement les règles de l'écosystème. Ça change clairement la façon d'utiliser un outil, des produits, des process, des services. Et je pense qu'il faut attendre en fait la fin de la crise pour savoir effectivement en quoi l'innovation a changé la façon les conditions de vie des citoyens ou a transformé les entreprises. Pour l'instant, je ne vois pas d'innovation, mais je vois un progrès et une accélération de l'usage digital. Après, pour revenir sur l'enseignement, je pense qu'il y a aussi, il faut être très prudent, parce que qu'est-ce qui change en fait? On n'a pas changé les programmes, on n'a pas changé la façon d'enseigner, on n'a pas changé l'administration même.
de nos écoles, de nos établissements supérieurs, primaires, ce que vous voulez. On est simplement en train d'utiliser un mécanisme d'enseignement à distance qui n'est pas non plus innovant, qui est simplement mettre… Alors, on n'a pas non plus réglé le problème de la distanciation, parce qu'il y a des foyers, ça veut dire que si on règle le problème de la distanciation avec l'enseignement à distance, ça veut dire que chaque enfant a un outil informatique chez lui, une connexion Internet, l'électricité et tout ce qui va avec, ce qui n'est pas le cas. Nous rassemblons toujours quelques enfants, on réduit, nous rassemblons quelques enfants dans un lieu qui réunit les infrastructures, les ressources essentielles pour pouvoir dispenser des cours à distance. Et il n'y a pas forcément de l'interactivité comme ça se passe dans une salle de classe. Un enfant peut poser la question et l'enseignant répond. Il y a très peu d'interactivité pour les problèmes, particulièrement en Afrique, de connexion d'infrastructures de base. Donc oui, il y a un progrès dans la façon de transmettre les informations, mais il n'y a pas de progrès dans le fond, puisque ce ne sont pas les programmes que nous changeons, ce ne sont pas les écoles que nous créons. L'autre élément, c'est que nous n'avons pas non plus appris à nos administrateurs, nos gestionnaires d'établissements, d'utiliser des outils didactiques, d'utiliser des outils nouveaux en digital. Et on n'a pas non plus, puisque c'est un événement qui nous frappe de plein fouet brutalement, formé des enseignants pour pouvoir dispenser, utiliser ces outils. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dans d'autres pays, je prends le cas du Congo, il y a quelques informaticiens qui savent utiliser les applications, qui viennent, qui aident des enseignants, qui parfois, eux, ne touchent même pas à l'outil et qui transmettent le savoir. Donc, ce qu'on peut tirer comme profit de cette crise par rapport au digital, c'est d'avoir sensibilisé au maximum l'intérêt d'utiliser le digital, mais qui doit être complété par un accompagnement plus précis, c'est-à-dire que là, il faut maintenant mettre des programmes de formation des enseignants, de l'administration, même des élèves. Il faudra maintenant prévoir aussi sensibiliser sur l'infrastructure qui accompagne ce dispositif. Je n'ai pas vu un seul pays qui a mis en place un serveur de cours, puisqu'on sait que les cours, c'est normalement orienté par une pédagogie dictée par les États. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler d'un pays qui a mis un dispositif d'enseignement où tous les profs venaient tirer les cours, le programme et tout. On est dans du cas par cas. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas non plus qu'on dise, voilà, on est dans un à l'ère de l'innovation. À mon goût, c'est très loin de l'innovation, parce que l'innovation fait appel à d'autres concepts, d'autres problématiques liées au financement qui seront toujours là. Je crois qu'il y a M. Yabi qui l'a dit tout à l'heure, on aura toujours des problèmes de comprendre l'encadrement, la réglementation, comprendre les marchés. Aujourd'hui, on parle de la ZLECA, mais c'est quoi la ZLECA alors qu'on est en train de rentrer dans un marché de libre-échange, un marché commun en termes de commerce, et comment on va préparer les étudiants à ça alors qu'on va utiliser des plateformes? C'est là où on a besoin de l'innovation. Là, on est dans le progrès, mais on n'est pas encore dans l'innovation. C'est trop tôt de parler d'innovation avec la crise Covid. C'est mon point de vue. Je tenais, par rapport aux deux premières questions que j'ai suivies, à le partager. Pas le micro éteint. Désolée. Je disais donc merci pour cette intervention fort intéressante, effectivement, qui apporte votre point de vue par rapport aux deux précédentes questions. Mais tout de suite, en lisant, avant de passer au troisième point, en lisant un peu les réflexions qui sont faites, notamment par les personnes qui nous suivent, et en rebondissant sur ce que vous avez dit tous les trois, donc de ce problème qui se pose forcément par rapport à ces différences entre qui se crée forcément ou qui s'est créé entre les zones rurales et certainement les personnes qui avaient le plus accès au numérique. En parlant des jeunes et des moins jeunes qui aujourd'hui se retrouvaient dans des problèmes et n'avaient pas accès au même niveau à l'information. Et en parlant aussi de ce que vous avez abordé maintenant, monsieur Luc, j'ai quand même une question à nouveau qui est toujours dans ce domaine de l'éducation et qui est peut-être une question qui se rapporte à nouveau au gouvernement, mais aussi qui nous oblige à poser une question qui fâche, qui est la question réellement de la recherche.
Parce qu'ici, c'est vrai que vous parlez de ce point important où vous dites que ben, pour vous, ce n'est pas réellement de l'innovation, c'est juste, je paraphrase, un progrès. Mais ici, au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on peut dire en plus par rapport à cette recherche qui est faite dans ce domaine-là? Alors, il ne faut pas. La recherche ne se décrète pas comme. C'est un peu, je vais faire une métamorphose avec le vaccin. Ce n'est pas parce qu'on est en crise que les mécanismes de validation, les process qui emmènent à valider une innovation, un produit, la recherche, ça prend du temps. C'est comme un vaccin. On a dans les entreprises privées ce qu'on appelle du R&D, c'est la recherche et développement, à l'université pour les chercheurs, des laboratoires qui ils vont sur la base des expériences. Je pense que le temps est tellement court pour associer aussi la recherche. Peut-être maintenant, il y a des chercheurs qui avaient commencé certaines études et qui commencent à trouver des issues, le bout du tunnel, parce qu'un problème se pose, leur recherche apporte la solution au problème rencontré. Mais c'est trop tôt, je pense, en un an de crise, parce que si on considère le début de la crise en Chine, nous sommes à plus d'un an, quelques 12 mois, 13 mois de crise sanitaire. Il faut être prudent. La recherche, laissons les chercheurs, les laboratoires, mais en ce qui concerne la vie au quotidien, là par exemple pour la santé, là par exemple pour l'école, il faut trouver les solutions, on va dire, il y a un terme que j'aime bien en anglais que j'oublie toujours, des solutions qui vont répondre à la crise. Ce ne sont pas les chercheurs qui vont répondre à la crise maintenant. C'est pas l'innovation, c'est comment, avec les moyens que nous avons, nous pouvons faire face à cette crise-là, comment nous pouvons adapter l'éducation. Peut-être que l'éducation des maisons, parce que quand j'entends les gens parler de l'enseignement à distance, je sais que moi, en France, j'ai eu un problème avec un ami qui voulait que son enfant soit formé par sa mère, parce que sa mère était enseignante. Et pourquoi on n'a pas posé le problème de l'éducation à domicile? Pourquoi on n'a pas posé la question de savoir combien de parents étaient capables d'enseigner leurs enfants et avoir un soutien de l'administration publique? Ça, ce sont des mécanismes de réponse à la crise, à l'urgence. Mais la recherche, c'est tout un processus. Il faut respecter les règles de la recherche, il faut respecter les expériences nécessaires pour aboutir à des solutions, il faut respecter en termes d'innovation tous les paramètres qui vont contribuer à changer l'existence, à changer le quotidien des gens. Et pour cela, il faut rester prudent. Et donc, si on veut que la crise, si on veut faire face à la crise, essayons de voir les outils qui existent, les instruments qui existent pour pouvoir apporter des solutions. Je veux vraiment je tiens beaucoup à cette distinction parce que le numérique est là aussi et en train de s'en rendre compte chaque jour. Tous les gouvernements quasiment sont en train de tenir des réunions à distance. Des réunions internationales se tiennent maintenant en visioconférence. On a les comités de suivi, même les plus importants dans les finances, dans les aspects institutionnels se tiennent en visioconférence. Ça n'a pas changé les règles de négociation, de coopération, mais on a utilisé ce qui existait parce que la crise l'exige. Maintenant, laissons la place aux chercheurs pour apporter les solutions en termes de digital, en termes de numérique, en termes de réponse immédiate, c'est d'explorer les meilleures solutions qui existent. Et il y a un élément important, c'est aussi la crise de la Covid vient nous rappeler qu'il faut travailler en synergie, il faut travailler, avoir des solutions consensuelles, se parler, échanger. Comment aujourd'hui une application qui marche en RDC, qui marche au Rwanda, qui marche à Dakar, peut servir pour l'ensemble de l'Afrique? C'est ces questions-là que nous devons aussi intégrer, c'est cette démarche-là que nous devons aussi adopter pour pouvoir répondre à l'urgence. Et dans le même temps, tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche, tout ce qui nécessite un temps pour être approuvé, pour être dans l'absolu et non dans le relatif, ben, se poursuit. Et donc, je pense que ce genre de débat doivent nous conduire à susciter l'usage, doivent nous emmener à chercher des solutions qui existent déjà, qui peuvent répondre à la crise. Merci, Luc.
Maryse, Abdourahmane, est-ce que je peux juste aller bien sûr. Luc? Je suis d'accord avec Luc sur plein de points, mais Luc, je dois faire un commentaire. C'est vrai que l'innovation, hein, c'est moi, comment j'ai défini l'innovation. Une innovation est supposée apporter un plus par rapport à ce qui se fait actuellement. Si on s'entend bien, pour moi, c'est ça l'innovation. Et à ce sens, c'est vrai que certains de nos, en tout cas, des actions qui ont été posées dans la lutte contre la COVID ont été peut-être testées ailleurs, mais par rapport à nos pratiques habituelles en Afrique, moi je dirais que c'est une innovation, mais pris dans le contexte local africain. Par exemple, si on prend l'exemple des cours à distance où on sait que ce n'était pas une pratique globale en Afrique, du moins en tout cas au Sénégal que je connais bien, on était plus dans les cours en présentiel. Maintenant, même le jeune de 5 ans peut, sur la tablette de sa maman ou la télé en tout cas de la famille, pouvoir suivre ses cours avec l'assistance de ses parents. Je pense que c'est une innovation par rapport à comment on faisait les choses avant. Je donne l'exemple, par exemple, au Sénégal, j'imagine que c'est le cas dans plein de pays. Il y a un jeune qui, au début de la pandémie de la COVID, a développé un robot qui permet de distribuer du savon, de l'eau, de se faire laver les mains automatiquement. Je pense que tout ça, c'est des éléments, oui, peut-être certainement ça se fait dans les pays occidentaux où la distribution de tous ces produits peuvent se faire automatiquement, mais en Afrique, on ne connaissait pas ça. Pour moi, c'est ça l'innovation par rapport à ce que nous... Oui, je suis d'accord avec vous, peut-être que ce n'est pas une innovation du point de vue mondial, et même à ce niveau, je pense que les gouvernants, en tout cas les Africains, ont pris conscience qu'il faut investir davantage dans les structures de recherche pour aller trouver, en tout cas, mieux que ce qu'on connaissait avant. Donc, dans ce sens, moi, je pense qu'on a quand même fait, oui, des progrès. On a innové par rapport à comment nous faisions les choses avant. Et je suis d'accord avec vous qu'on pourrait aller bien au-delà. Merci, merci Abdrahmane. Merci. Donc, on a, en tout cas, sur ce débat-là, il y a pas mal de questions qui fusent, qui fusent et donc qui sont dans notre conversation, dans notre fil, pardon, de conversation et de questions-réponses. Mais j'ai ici donc une Ruth Christia qui dit « C'est bien que la COVID ait certes accéléré ce processus d'infrastructure de connectivité, mais ne pensez-vous pas que cela aura des répercussions plus graves sur la jeunesse, primaire, collège, je veux dire du point de vue sanitaire ?» Donc, je crois qu'on avait un peu répondu à cette question tantôt. Je relis simplement le point de la recherche donc, qui dit effectivement, de Annie Moutamba, effectivement, la crise a permis de souligner le rôle de la puissance publique. N'est-il pas temps pour nos États d'aborder la question qui fâche, donc la recherche à laquelle Luc nous a répondu tantôt, et son financement? Effectivement, on sait que le financement était un point très important qui a été aussi relevé par Gilles Yabi tantôt. On peut difficilement parler d'innovation, donc transformer une idée en business pour le bénéfice de tous, sans parler de recherche, et donc investir de l'argent public dans des idées qui peuvent booster la transformation économique. Et là, elle précisait effectivement que cette question était posée au-delà donc du contexte Covid-19. Luc a eu une question tantôt, je pense, sur laquelle on devra revenir tantôt. Comment maintenir le cap de l'innovation, puisqu'ici, vous avez plus mis l'accent sur le fait que pour vous, c'était plus un état de progrès et pas un état, on ne parlait pas encore d'innovation, mais ici, Nufou Insa pense qu'il faut quand même aborder et préciser comment maintenir ce cap de l'innovation. Oui, Luc. Je peux répondre à ces questions rapidement? Oui, rapidement, oui. Oui, non, mais attendez, je ne veux pas remettre en question l'innovation. Je suis un partisan de l'innovation et particulièrement l'innovation technologique. Je faisais juste la distinction entre la réponse urgente qu'on doit apporter à la crise actuelle Covid et ses conséquences en ce moment. Mais par contre, l'innovation reste une priorité pour nos États. Nous devons innover, mais nous connaissons les problèmes que nous rencontrons pour l'innovation. D'abord, l'innovation africaine n'est pas considérée par les Africains. On estime que celui qui fait de la recherche
il n'y a qu'à voir les budgets qu'on attribue, il n'y a qu'à voir les faibles soutiens qu'on apporte aux labs, aux incubateurs et tout. C'est maintenant que l'on commence à voir ces notions d'innovation technologique, d'incubateurs, de pépinières se développer. Donc, les problèmes premiers de l'Afrique en termes d'innovation, c'est d'abord le financement, mais le financement ne vient que lorsqu'on a trouvé une idée. Et pour trouver une idée, il faut être dans les conditions qu'une idée soit utile et qu'elle accompagne le progrès. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui des problèmes africains qui ne trouvent pas de solution parce que nous copions quasiment tout ce qui existe en Occident. On ne donne pas la possibilité à nos jeunes, on ne donne pas la possibilité aux locaux de pouvoir apporter des solutions aux problèmes locaux. Il faut déjà considérer que la solution locale peut accélérer l'innovation. L'autre solution, c'est que quand vous regardez les grandes innovations technologiques surtout, elles se déroulent dans des pays où il y a des centres, où il y a la compétence qui se crée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas de centre de formation d'experts, qui n'ont pas de centre de formation d'experts. La compétence qui peut permettre d'être la base de l'innovation n'existe pas. Vous avez quelques centres de formation, quelques certifications. Et ça, c'est un frein énorme, c'est un grand frein à l'innovation. Quand on n'a pas les centres de formation de pointe. Et il faut vraiment que ce point soit relevé. C'est là où on crée la compétence humaine. L'autre point, c'est l'industrialisation de nos environnements. Nous sommes dans des environnements de plus en plus orientés vers la terre, vers l'agriculture, mais on oublie que pour innover, si je veux aujourd'hui changer la vie d'un routier qui fait 7-8 heures de route, ben, il faut que je sache à quoi ça sert une voiture. Il faut que mon invention soit intégrée dans le produit d'un concessionnaire, d'un constructeur de véhicules. Il faut qu'on ait une industrie forte. On ne peut pas tous s'orienter dans l'agriculture. On ne peut pas aujourd'hui avoir des économies qui ont une forte connotation minière et demander aux gens d'innover. Ils vont innover dans quoi si les technologies pour exploiter les mines sont plus complexes, plus lourdes et demandent plus de capitaux. Il faut qu'on ait des industries fortes où on crée de la valeur, où on crée des ordinateurs, on crée des voitures, on construit des objets de maison, on consomme des choses qui nous permettent de vivre au quotidien. Il nous faut vraiment une industrie où les gens vont s'inspirer, vont être inspirés pour pouvoir apporter des solutions qui facilitent la vie, qui accompagnent les entreprises. Donc, je pense que les problèmes de l'innovation sont profonds. Ça part de la compétence. En plus de la compétence, ça part de l'environnement dans lequel nous sommes, qui sont très faibles. Pourquoi aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, que j'apprécie beaucoup dans ce qu'ils font en termes de paiement mobile, sont à la pointe? Pourquoi aujourd'hui le Kenya a réussi avec son paiement par mobile? C'est parce qu'il y avait un besoin lié au contexte et développé par les locaux. Parce que si on avait demandé à une banque de France de venir voir comment on allait bancariser les zones rurales dans ces pays-là, on n'aurait jamais eu M-Pesa, on n'aurait jamais eu les applications mobiles qui facilitent le paiement et les transactions financières. Donc, il faut que l'on encourage les initiatives locales, il faut encourager les labs, il faut encourager les pépinières, il faut encourager les labs, il faut mettre des moyens dans les universités pour la recherche et ne pas considérer que c'est une perte de temps. Il faut créer des industries et en plus des industries, il faut essayer de former les gens, avoir des centres de formation, de compétences, d'expertise assez significatifs. C'est ce que je pense et je suis partisan de cette ligne pour l'innovation. Merci Luc. Merci Luc. Et Abdrahmane, si là maintenant, c'est à vous que je vais poser la question. Bon, déjà au vu de ce qu'on vient de dire, je vais déjà vous poser la question de savoir, en embrayant directement sur l'e-commerce, donc sur le commerce électronique, qui on sait maintenant est un échange monétaire de biens et de services de produits via Internet, et que ce e-commerce joue un rôle extrêmement important durant cette pandémie. On a pu le voir ici en Europe, on le voit aussi en Afrique, l'importance de ce e-commerce-là. Quelles sont les stratégies spécifiques et quels leviers pour accompagner la structuration et les développements de l'e-commerce en Afrique? Donc, pour le transformer d'un phénomène conjoncturel, je dirais, à un secteur économique performant. Oui, merci Maryse. Effectivement, je pense que le e-commerce aujourd'hui, on a tous compris que c'est le moteur de développement économique. Avec les fermetures des frontières, avec le confinement que nous avons eu, beaucoup de monde maintenant achète
de chez eux. Maintenant, les gros défis pour moi, et d'ailleurs, il y a une étude de McKinsey qui avait démontré que, je pense, en 2017, on était rendu à 16,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et il est attendu peut-être qu'on arrive à 29 milliards d'ici 2025. Donc, le marché est là. Par contre, nos défis et les enjeux restent, je le répète encore, malheureusement, je vais le répéter pour la 3e ou la 4e fois, la disposition d'infrastructures, le développement vraiment d'infrastructures pour permettre d'avoir des plateformes efficaces, jouer sur la sécurité pour les transactions parce qu'il s'agit d'échanges pécuniaires et ça c'est extrêmement important. Nous savons tous aujourd'hui que bon, sur l'Internet, quand même, il y a beaucoup d'arnaques qui se font et il est important d'avoir un système assez sécurisé pour inciter davantage nous, Africains, peut-être qui n'y étions pas lancés avant, même s'il y a les géants du monde comme, comment ça s'appelle, j'ai un blanc, les grands du monde, de eBay, voilà. Qui, les GAFA, pardon. Voilà, donc qui sont extrêmement forts. Ce qui les sécurise, c'est la sécurité dans les transactions, mais également la qualité des produits échangés et des politiques certainement de retour par rapport donc à l'achat qui a été fait. Donc pour moi, les grands enjeux, c'est cela, mais également l'autre problématique le plus important, c'est le financement. Parce qu'aussi, si on veut accompagner les entreprises à aller dans le développement de plateformes, la sécurisation, il faut les faire accompagner par des programmes de financement. Comme je disais tantôt, en tout cas, le Sénégal a mis en place un mécanisme de financement de 300 milliards avec 150 milliards de ressources que l'État va mettre à disposition pour garantir les financements qui vont être octroyés par le système bancaire. Et c'est le FONGIP, donc l'instrument pour lequel je travaille, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, qui va gérer cette ligne de garantie. Et parmi les secteurs, en tout cas, de souveraineté, il y a le secteur de souveraineté alimentaire, pharmaceutique, alimentaire, mais également numérique. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui... On a une petite interruption du côté de Abdrahmane Sy. Bon, on est dans la deuxième vague. Ici, beaucoup de transactions se passent en ligne. Donc, bref, les enjeux restent pour moi le développement d'infrastructures, la sécurisation dans les transactions et dans les plateformes, mais également le financement qui doit accompagner donc, ce secteur d'activité-là. Merci Abdrahmane. Gilles Yabi, je vais venir vers toi avec cette question justement sur l'e-commerce africain. On a vu, comme je disais, le boom de cet e-commerce-là durant cette période Covid. Et aurais-tu donc à ce niveau-là, je crois que je suis freeze, je ne sais pas si on me voit ou si on m'entend encore. Oui, on entend. Ah ben voilà, je suis revenue. Je te donne la parole alors, Gilles Yabi, désolée, j'étais freeze chez moi. D'accord. Non, peut-être rapidement, parce qu'au fond, l'e-commerce, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais ce que je peux faire comme commentaire, c'est que d'une part, effectivement, on a des statistiques qui montrent que l'année dernière a été peut-être l'année où justement l'e-commerce s'est le plus développé en Afrique. Mais évidemment, c'est le cas un peu partout. C'est une sorte d'exigence de la pandémie. Mais ce qui me semble être important, c'est de revenir à ce que Luc disait tout à l'heure sur l'industrie. Au fond, l'e-commerce, c'est du commerce. Ça reste du commerce. Ce qui me semble être important, comme une des leçons fondamentales à tirer de cette crise sur le plan économique, c'est l'industrialisation. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit distrait par les événements de court terme, par aussi l'emballement par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux innovations. C'est très bien tout cela. Mais moi, je me pose toujours la question quand même des emplois. Je crois que dans tous les pays africains, la vraie question du présent et surtout de l'avenir, c'est celle de la création de millions d'emplois pour les millions de jeunes que nous avons déjà et pour ceux que nous aurons dans les prochaines décennies. Et ça, je ne suis pas sûr que le commerce, je ne suis pas sûr que l'achat pour revendre,
je ne suis pas sûr que les startups suffisent à absorber ce besoin très important à nouveau d'emploi. Et je crois que l'industrie, il ne s'agit pas nécessairement seulement de la grosse industrie, mais des petites unités industrielles, la transformation de nos ressources naturelles, y compris pour nourrir simplement nos populations et pour les vêtir, je crois que ça, c'est vraiment la véritable priorité. Donc, l'e-commerce, c'est important pour écouler les produits, notamment locaux, mais il faut vraiment qu'on mette l'accent sur tout ce qui nous permet de stimuler la production locale en Afrique pour les marchés nationaux et pour les marchés régionaux et pour le marché continental. Je crois que cette question nous ramène aussi au fait qu'il n'y a pas de, au fond, il n'y a pas de raccourci sur un certain nombre de questions. On parlait de la recherche tout à l'heure. Si on n'a pas investi pendant 20 ans, pendant 30 ans dans des dispositifs de financement de la recherche, ce n'est pas à l'occasion d'une pandémie qu'on va avoir des résultats de recherche. Donc, je crois que sur tous les sujets, nous devons, au-delà de la réponse, penser en termes de leçons et savoir que ça va prendre du temps, être extrêmement réaliste sur le fait qu'à court terme, il n'y a pas de miracle qui soit possible parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant des décennies dans différents domaines. Ok, merci Gilles. Merci. Je vois Luc qui voudrait rajouter quelque chose par rapport à l'e-commerce. Oui, je soutiens parfaitement ce que vient de dire Gilles et je suis d'accord avec lui qu'on ne va pas aujourd'hui réinventer l'économie parce qu'il y a une crise, il y a une urgence. Mais je veux revenir quand même sur le e-commerce et tout ce qu'on est en train de dire sur ce sujet de l'e-commerce, c'est l'économie. C'est la création de valeur, de richesse que nous sommes capables d'avoir dans notre sous-continent. Et ça n'a pas changé du jour au lendemain. Et pour le e-commerce particulièrement, de toutes les façons, si l'économie se porte bien, il y a des emplois. S'il n'y a pas d'emploi, c'est qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de travail. Là, par contre, je vais ouvrir une parenthèse. Je suis quasiment persuadé qu'on ne pourra plus satisfaire l'ensemble de nos jeunes, même dans le futur, en leur offrant tous un emploi. D'où l'importance de l'autonomisation des jeunes, avec effectivement des startups, cette fameuse innovation dont on parle. Il faut que les gens soient un peu autonomes. Je reviens sur le e-commerce. Le e-commerce, il y a deux sujets majeurs. Je ne sais pas si ce sont des défis ou des problématiques, mais déjà, le e-commerce a un problème au niveau de la réglementation. Vous savez, si aujourd'hui le commerce peut bien se comporter, on reste sur du commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'on reste sur une réglementation ancienne, traditionnelle. Or, le e-commerce, par son côté digital et son côté tout à fait, on va dire, convergence des services électroniques et des services financiers, nécessite une revue de la réglementation. Donc, même si vous avez un commerce dynamique, vous ne pourrez pas profiter pleinement du e-commerce si votre commerce reste sur des standards anciens. Et le problème qu'on a, il va se poser même avec la ZLK parce que quand on va aller échanger ou acheter du matériel à l'étranger, on va passer les frontières, on va passer des réglementations, on va dire communautaires comme la CEDEAO, la CEMAC, on est vite confronté à ce problème. C'est un frein au développement du e-commerce. Or, il faut très vite que les autorités de nos États, de nos communautés monétaires ou les communautés d'États arrivent à régler ce problème réglementaire très, très rapidement. L'autre point, c'est le marché. Ce sont des marchés qui sont tellement petits qu'il faut penser à des marchés plus grands. Le marché d'un pays de 3 millions d'habitants, ce n'est pas le marché qu'un pays de 65 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, si le e-commerce peut se développer, c'est qu'on a des opportunités, des choses à vendre, des choses à acheter à des gens qui en ont la capacité. Et souvent, moi, je prends l'exemple des taxis chez nous. Uber ne peut pas marcher au Congo. Pourquoi il ne peut pas marcher au Congo? Parce que je sors de ma rue, j'ai un taxi confortable qui m'emmène à un prix nettement moins cher que ce prix payé par le digital. L'autre élément, c'est les taxes. Aujourd'hui, on est à 10% de taxation d'un produit qui est payé par des outils numériques. On est en train d'asphyxier petit à petit notre développement, notre innovation en FinTech. Et enfin, le dernier élément, c'est la gouvernance. Tout ça nécessite une gouvernance, une vision. Comment on va aujourd'hui administrer le commerce international, le commerce national? Quelle politique on met en place pour que, effectivement, ça favorise les échanges sur la base d'outils nouveaux de paiement, de transactions? Aujourd'hui, de certains pays, je pense que dans l'Afrique du Nord, ils parlent de paiement instantané. Alors qu'il y a d'autres pays où même le retrait au GAB, ça vous prend 2 jours parce qu'on a mal débité votre compte, il faut aller réclamer et compagnie. Donc, il y a un problème de gouvernance. La gouvernance, ça veut dire des mécanismes de gestion de ces domaines de développement. Mais sinon, pour le reste, je suis totalement d'accord. Merci Luc.
Écoutez, oui, je peux ajouter quelque chose? Oui, quelque chose avant qu'on passe aux startups, parce qu'on a encore deux startups à présenter aujourd'hui. Et on reviendra aux questions-réponses. Mais oui. Ouais. Juste ajouter par rapport justement au problème d'emploi dont parlait Gilles tantôt. Peut-être, je suis bien d'accord avec lui que nous devons aller vers l'industrialisation, mais aller plus vers l'industrialisation ne nous empêcherait pas peut-être de développer le e-commerce, parce que le e-commerce aussi peut créer d'autres emplois, notamment sur le domaine justement des nouvelles technologies, où les jeunes peuvent aller maintenant se lancer pour développer, pour aider des développeurs, développer des plateformes et tout ça. Mais ça développe un autre secteur d'activité qui est le transport. Parce qu'au lieu que les gens se déplacent pour aller acheter, il y a maintenant, de petits moyens de transport. Les jeunes peuvent investir dans ces moyens de transport-là pour pouvoir transporter justement les produits achetés par les clients. Comment on appelle ça? Par les usagers ou les consommateurs. Mais également, ça peut nous aider à améliorer la productivité. Et je suis bien d'accord avec Luc quand il parlait tantôt de la réglementation sur laquelle nous devons jouer, peut-être pour le régulateur, pour justement apporter cette question de sécurisation au niveau des transactions. Merci Abdrahman. Désolé, je dois quand même vous quitter dans 5 minutes. Ok. Encore. Bien on a des interruptions malheureusement, on n'entend pas bien. Donc Abdrahman qui nous disait qu'il nous quittait bientôt. Okay. Je pense que ça va mieux. Désolée, j'ai des petites interruptions ici chez moi. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de cette deuxième partie qui est la présentation de 2 startups. Nous avons aujourd'hui 2 startups avec nous, donc la startup Gnocchi et la startup Tinda. On a les 2 représentants qui sont là et qui vont nous présenter un peu leurs plateformes, qui sont des plateformes numériques. Mais la première personne à qui je vais donner la parole est Prince Youlou, donc qui va peut-être activer sa caméra. Voilà, qui représente Gnocchi. Et Prince, la question que je vais poser, je vais d'abord demander de commenter l'intervention, donc la remarque qui a été faite ici. Donc, il ne s'agit pas seulement d'innover et d'apporter des solutions, mais plutôt de fournir des solutions qui fonctionnent et sont mises en œuvre de manière efficace. L'accès aux outils numériques et à l'électricité, reste un problème majeur dans nos écosystèmes. Aujourd'hui, vous nous présentez votre plateforme numérique. Qu'est-ce que votre plateforme numérique apporte en plus, on va dire, à l'Afrique? Bonjour et merci de m'avoir sur ce plateau. Je suis très content d'être en compagnie de tous ces panélistes. En tout cas, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on apporte? Et d'abord, c'est Gnocchi, c'est pas Gnocchi. Je comprends. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte exactement? Donc, Gnocchi, c'est une solution numérique qui règle le problème que vivent tous les touristes. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en France, mais si vous décidez de venir à Brazzaville et que vous n'avez pas ce bon contact qui vous montre les bons coins, vous n'avez pas ce contact qui vous présente les restaurants, les hôtels, les bars, les coins touristiques, bref, tous ces espaces-là qui pourront faire que lorsque vous quittez le Congo, vous puissiez dire « j'étais au Congo et j'ai vécu le Congo ». Parce qu'en fait, ce qu'on vit tout le temps, c'est, je l'ai déjà vécu plein de fois, j'arrive à Addis Abeba, je suis dans un hôtel, je passe une semaine, j'ai une semaine de plus pour mon voyage, mais je ne sais pas trop où aller en fait, parce que quand je vais sur les plateformes reconnues à l'étranger, TripAdvisor et tout le reste, on me présente en fait des coins qui sont bien, mais que je peux retrouver à Brazzaville. Parce qu'en fait, c'est des coins, je dirais, qui respectent un certain standing international. Mais par contre, si je suis à Addis Abeba, je ne veux pas aller dans un coin que je peux retrouver à Brazzaville. Je veux me retrouver dans un coin où je fais des photos et qui en fait me permettra de vivre l'expérience d'Addis Abeba, ou quand je suis à Dakar, me retrouver à King Fahd Palace, c'est pas la meilleure option en tout cas. Et bref, donc ce qu'on fait, c'est apporter toutes ces informations d'une manière digestive et de manière à ce que quelque chose où je me retrouve en Afrique, je puisse accéder à ces informations et que je puisse planifier mon voyage depuis mon canapé. Donc c'est ça qu'on fait pour les utilisateurs. Et ensuite, sur l'aspect entreprise, nous apportons un élément aujourd'hui qui est, je dirais, qui est très compliqué à voir aujourd'hui.
lorsqu'on regarde au niveau des PME qui servent le secteur du tourisme, il est très difficile pour eux de savoir exactement ce qui se passe dans leur business. Et donc, pour la plupart, ils font ce qu'on appelle une navigation à vue. Hier, on a beaucoup vendu X boissons et donc il faudra qu'on en achète plus. La dernière fois, quand je suis rentré, j'ai vu beaucoup de plats de haricots ou de mocha. Et donc, la prochaine fois, je voudrais qu'on en fasse plus. Et ce n'est pas exact. Et le pire encore, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs clients. Donc, ils ne sont pas capables de dire Maryse vient dans mon coin chaque semaine et sa consommation moyenne est de 12 450. Et donc, la prochaine fois qu'elle reviendra, moi, je peux lui servir un bonus. Je peux lui joindre et lui dire, voilà, la prochaine fois que tu viens, tu as je sais pas, un quart de whisky de plus ou peut-être une crème de plus. Et bref, des éléments qui peuvent faire que les clients soient plus contents de venir dans mon business et aussi d'avoir un impact direct sur mon chiffre d'affaires. Et donc, nous aussi, ensemble, c'est une plateforme qui permet à tout le monde, aux touristes, de se sentir chez eux partout en Afrique. Et d'un côté, c'est de permettre au business d'accéder à des informations qui leur permettent de multiplier leur chiffre d'affaires. Voilà en gros Noshi. Et c'est une application qui est disponible depuis l'année passée, disponible sur Google Play et très bientôt sur App Store et bientôt sur version web. Voilà en gros. Voilà. Merci Prince, et j'espère que tous, vous pourrez aller chercher l'application de Prince, le suivre et certainement avoir tous les bons tools, tous les bons tips pour quand vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, chez lui. On a malheureusement Abderrahmane Si qui va devoir nous laisser maintenant. Abderrahmane, merci beaucoup pour cette contribution. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous espérons très prochainement être à nouveau en contact avec vous et pouvoir bénéficier de tout ce que vous pourrez nous apporter en plus comme connaissances et certainement avoir des débats aussi fructueux avec vous. Merci beaucoup, Abderrahmane. Merci à tout le monde. Merci. Et nous avons donc notre deuxième start-up aujourd'hui. Le nom, avant de continuer, le nom de l'application de Prince vous sera redonné. Restez encore avec nous. On n'a pas encore terminé. Voyons maintenant la deuxième plateforme numérique, Lode Obami, qui va nous présenter Tinda. S'il veut bien activer sa caméra. Bonsoir, Lode. Salut, bonsoir à tous. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ah, ok. Bon, je vous remercie déjà. Je remercie les membres des organisateurs. Je remercie les autres panélistes aussi. En tout cas, je suis très content d'être là. Je vais essayer de vous partager notre petite expérience. Donc, je suis Lode Obami, le CEO de Tinda, et qui est une plateforme, on va dire, tout en un, et dont l'objectif est d'accompagner les organisations à se digitaliser, à avoir une meilleure croissance. Et dans notre petit parcours, nous avons comme ça accompagné certaines organisations étatiques, notamment les mairies, la mairie de Pointe-Noire et celle de Brazzaville bientôt. Et nous accompagnons aussi la chambre de commerce. Alors, Tinda fait quoi exactement? Cette plateforme permet à une organisation comme la chambre de commerce de mieux cerner l'information qui circule dans son entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on ne pouvait pas parler de workflow dans une structure ici au Congo, mais aujourd'hui, c'est bel et bien le cas. Donc, Tinda permet d'un côté de mieux gérer l'information en interne, pour le cas de la chambre de commerce. Et de l'autre côté, nous avons intégré les moyens de paiement. Donc, pour une structure comme la mairie qui doit collecter des taxes auprès des contribuables, et voilà, cette application permet en fait à la mairie de pouvoir maximiser ses recettes, mieux gérer ses recettes, mieux gérer l'information qui circule au sein de l'organisation. Donc, voilà un peu Tinda, c'est un outil tout en un
qui permet en réalité de booster le développement de certaines organisations. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, c'était assez difficile de prospecter, mais aujourd'hui, on peut dire que 2020, pour nous, c'était la meilleure année parce que nous avons triplé notre chiffre d'affaires par rapport à l'année 2018 et 2019. Donc, on peut dire, entre guillemets, grâce au Covid-19. Donc, voilà un peu, entre autres, la solution Tinda et ce que nous apportons. Ah, on ne vous entend pas, le micro. Cette activation de micro. Donc, je disais merci à l'autre pour cette application Tinda. Et j'invite tout le monde à suivre et Prince et l'autre. Suivez ces applications. Allez, pas simplement les encourager, mais voir vraiment ce qu'ils font et vous plonger réellement dans ces applications qui sont très clairement d'une grande utilité aujourd'hui. On peut continuer avec les questions-réponses. On a pour nos panélistes, donc maintenant nous n'avons plus que Gilles Yabi et Luc Misidi-Bassi. On a quelques questions pour vous ici. Donc on avait déjà Franck Ivo, je vois, qui avait d'abord fait une réflexion par rapport au fait que les étudiants étaient lésés, donc qui est de la Côte d'Ivoire, et donc qui dit que pendant que la Covid sévissait et les universités étaient fermées, les cours en ligne ont été initiés, mais beaucoup d'étudiants ont été lésés. Comment faire pour régler le problème de ceux qui vivent dans les zones rurales par rapport à l'innovation numérique au Ici, on a encore comme vous, rapidement. On va encore en prendre 2, 3. Bonjour, merci pour vos interventions. En termes d'innovation, la télé... Gilles, je pose la question d'un spectateur anonyme. Il y a des coupures, hein? Je n'ai pas entendu la donc, il y a quelques... Ah, pardon. Donc, ici, j'ai eu une question, d'une personne qui demande en termes d'innovation, la télémédecine peut-elle entraver le travail des médecins et bien d'autres secteurs à l'avenir? Entraver, dites-vous? Oui. La télémédecine? D'accord. Entraver, oui. Entraver le travail des médecins et bien d'autres secteurs à l'avenir. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut voir dans la télémédecine plutôt une des solutions. À nouveau, je le disais tout à l'heure par rapport à beaucoup de domaines, il n'y a pas de raccourci. Et, il y a par contre des innovations, d'adaptation parfois qui ne sont pas vraiment des innovations, disons, radicales, mais qui permettent de s'adapter à une nouvelle situation, qui peuvent permettre d'avoir, disons, d'améliorer la productivité d'une certaine manière, y compris dans le domaine de la santé. La télémédecine, je crois, elle est utilisée non seulement dans les pays qui ont quand même des systèmes de santé assez robustes et des moyens importants, mais elle commence à être utilisée en Afrique et est d'ailleurs encouragée par l'Union africaine qui mise beaucoup sur le développement de la télémédecine. Je crois qu'il faut voir qu'elle n'implique pas des non-médecins, elle implique du personnel de santé qualifié. Donc, ça ne peut pas entraver le travail des médecins. Au contraire, c'est précisément parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins et généralement des spécialistes pour certaines maladies et dans des zones rurales que la télémédecine est une solution parce que cela peut permettre simplement à un spécialiste qui est basé dans la capitale, par exemple, d'examiner et de discuter directement avec un patient qui, lui, est dans une zone qui n'est pas suffisamment couverte par des structures de santé et par du personnel qualifié.
Mais ça nous amène surtout à nouveau à revenir sur la question des structures, c'est-à-dire le personnel de santé, la quantité, la qualité des médecins. Il n'y a pas de raccourci pour ça, il faudra les former. Et la télémédecine n'est pas une alternative, c'est un complément, disons, une manière de pallier ce déficit pendant qu'on essaie de faire un effort plus important dans la formation des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et de tous les personnels de santé. Merci Gilles. Merci Gilles. Je vois que Luc a répondu. Luc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'ai vu que vous avez répondu directement là à la personne. Oui. Non, j'ai répondu aux questions. Je pense que c'est complémentaire. Okay. Je ne pense pas que, et d'ailleurs c'est valable pour tous les secteurs, hein, que ça soit, l'innovation vient en complément, soutenir les secteurs de développement, et je ne pense pas que ça soit vraiment sans entrave un travail quelconque. Par contre, la problématique que nous avons aujourd'hui avec la crise du télétravail doit nous emmener à revoir, comme je disais tantôt, la réglementation même du travail, une certaine réglementation un peu ancienne, standard, qu'il faut faire évoluer. Merci. Nous arrivons tout doucement au terme de notre échange, de notre soirée. Et je vous demanderai à tous, donc à tous les panélistes aujourd'hui, ainsi qu'aux intervenants représentants des 2 startups, au vu de nos échanges, si vous aviez une recommandation à faire, laquelle serait-elle? Luc? Bah, moi, personnellement, je pense que on doit savoir travailler ensemble. Je ne sais pas comment l'exprimer en français facile. Je pense que quand on sait associer les compétences diverses et les gens qui viennent de différents horizons pour apporter des solutions à nos problèmes, on trouve très vite et très bien les solutions. Et moi, j'invite en tout cas tous les acteurs pour ce qui est du numérique, de la technologie et de l'innovation, de mutualiser les efforts, le savoir pour apporter les réponses aux problèmes africains. Et le reste, ce n'est pas nous qui allons changer les normes technologiques, qui allons créer des nouveaux langages de développement, qui allons financer. Tout ça, effectivement, il y a des experts dans chacun des domaines. Mais le travailler ensemble, au-delà du vivre ensemble, le partage de nos savoirs, de nos ressources et de pouvoir trouver des solutions consensuelles va nous permettre d'aller de l'avant. C'est comme ça que je peux résumer cette recommandation. Merci, Luc. Gilles? Alors, j'ai du mal à dire quelque chose de différent. Je crois que je dirais la même chose que Luc, avec peut-être simplement d'autres mots, mais c'est exactement la même chose. C'est mobiliser l'intelligence collective de nos sociétés, et cela se fait aussi par le débat public. Et peut-être l'un des points positifs de la pandémie, c'est qu'on n'a jamais eu autant de débats, autant de discussions connectant différentes régions du continent, différentes Africaines et Africains, pour discuter de toutes les questions les plus importantes pour l'avenir de nos sociétés. Je crois que c'est vraiment ça. Par contre, ne pas oublier que l'intelligence collective de ces sociétés, ce n'est pas simplement celle de nous qui nous exprimons en français, en anglais, qui voyageons, qui avons accès à Zoom, etc. Nous n'oublions pas la question centrale des inégalités, qui est absolument essentielle si on veut maintenir la cohésion de nos sociétés. Merci, Gilles. Est-ce que Laude est encore avec nous? Je ne pense plus. Ou Prince? Oui. Vous m'entendez? Oui. Prince, oui. Une recommandation à faire aujourd'hui? En fait, la recommandation que je ferai aujourd'hui, je vais rebondir sur les propos de Gilles. Covid nous a permis en fait de communiquer d'une manière, je pense que depuis que je travaille, depuis que je dirais même que je suis né, j'ai autant discuté avec des inconnus même, il faudra dire ça comme ça, en peu de temps en fait. La situation de Covid nous a mené à discuter avec les gens de partout de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Et donc, ça a vraiment, je dirais, diminué les distances et ça a ouvert beaucoup de perspectives, notamment dans notre manière de réfléchir et de concevoir l'Afrique. Je pense que ça, c'est très important. Et
dans nos différents domaines, au niveau de la médecine, je ne parlerai pas beaucoup de ça parce que je ne les connais pas beaucoup, mais je dirais qu'au niveau de nous qui sommes dans, je dirais, dans l'entreprise et dans tout ce qui touche l'innovation, il est très capital de rester agile et de regarder tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, en tant qu'entreprise et chef d'entreprise, ce qu'on fait tout le temps, c'est faire des prévisions, faire des plans de comment est-ce qu'on va se développer, qu'est-ce qu'on va faire, de quelles ressources humaines, financières et autres dont on aura besoin. Mais aujourd'hui, Covid est venu challenger toutes nos manières de réfléchir et d'une manière transversale. Et je pourrais même dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui étaient des génies avec des PowerPoint qui sont retrouvés, je dirais, les plus cons 3 mois plus tard parce qu'en fait, tout ce qu'ils avaient planifié était mis à corbeille. D'accord, bon, mais donc, c'est par là que je vais terminer. Ok, merci. L'autre, si vous aviez une recommandation ce soir? En tout cas, à mon avis, je pense que grâce au Covid, nous avons tous compris que travailler ensemble, c'est possible. Parce que nous avons vu toute la synergie qu'il y a eu en 2020. Il y avait, comme l'a dit Prince, il y avait presque plus de frontières. On était tous unis pour résoudre un problème. Il fallait forcément trouver des solutions. On a vu l'exemple de médicaments qui venaient de Madagascar où tous les pays se sont arrachés ce médicament-là. Donc, c'est pour dire que c'est toujours possible ensemble de pouvoir trouver des solutions. Donc, qu'il n'y ait plus de barrières. Et je crois qu'en gardant en fait cette énergie, nous pouvons faire énormément de choses, surtout pour notre continent, et ça dans tous les domaines. Donc, moi, mon souhait en fait serait que qu'on garde cette chaleur, cette façon de travailler. Et je crois que Prince a sorti un mot tout à l'heure, c'est le challenge, et qu'on continue un peu dans ce sens-là. Je crois que ça ira mieux pour l'Afrique. Ok. Merci, merci, merci à tous pour ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci à Giliabi, merci à Luc Misidimbassi, merci à Prince, merci à l'autre Obami et surtout aussi merci à Abderrahmine Si qui est déjà parti pour cette soirée et pour vos échanges, mais surtout pour tout ce que vous avez pu nous apporter qui va encore nourrir notre réflexion qui, on le sait très bien, n'est pas encore terminée. Merci pour tous ces échanges fructueux et ce que je vais vous demander en conclusion, c'est, ce que je vais dire en conclusion, c'est un mot. Ce que j'ai retenu de tout ce que vous avez dit, c'est peut-être 2 mots, je dirais, de partir de synergie à mutualisation. Donc, mutualisation des efforts. C'est sur ce mot-là que je voudrais terminer et conclure cette soirée. Au niveau de IFRAN Forum, nous vous remercions d'avoir été présents. Nous vous remercions d'avoir dit d'avoir répondu oui et d'avoir répondu présent aujourd'hui, autant vous les panélistes que vous, nos chers amis. En conclusion aussi, pour rappeler, il faut savoir qu'il y aura l'enregistrement du débat sera partagé par email et sur les réseaux sociaux de IFRAN. Vous pouvez aller sur LinkedIn ou Facebook. Et merci encore une fois d'avoir passé cette soirée avec nous et de l'avoir rendue si agréable. Bonne soirée à tous. Merci à vous, Maryse. Merci beaucoup. Merci à IFRAN pour l'invitation. Et au passage, félicitations à l'Ordre des Princes, des personnes que je connais très bien, que je vois progresser. Et à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Restez connectés sur les réseaux sociaux avec IFRAN. Très bien. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci Maryse, merci à tous. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.